Bonjour et bienvenue à notre première petite partie au sujet de notre classe de 9e année sciences humaines. On travaille avec le curriculum du Nouveau-Brunswick. Cette première section-là s'appelle l'identité canadienne. Quand on commence la classe, quand on commence notre première partie, on commence à regarder notre livre que tu vois la couverture ici. Euh, et on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être Canadien. Et de là, on pose différentes questions. Donc, ça varie beaucoup parce que chaque personne va avoir sa propre définition de qu'est-ce que c'est que ça veut dire être Canadien. Donc, on va essayer autant que possible de se garder une idée euh, générale, je veux dire, de qu'est-ce que c'est qui est pas mal commun à la grande majorité des personnes. Donc, ton identité de qu'est-ce que c'est que tu penses, toi, qu'est-ce que c'est que ça veut dire d'être Canadien, c'est bon, c'est excellent, mais on va regarder aussi qu'est-ce que c'est que pour la majorité des personnes, qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien. Dans ce cas-ci, la meilleure façon de faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir une idée générale. Comment est-ce que c'est que les personnes au Canada peuvent savoir dire « Ah, moi je suis Canadien ». Ben, c'est probablement parce qu'on partage des choses qui sont les mêmes. On partage une histoire, on partage différentes choses, dont entre autres, on partage aussi nos artefacts. On partage tout ce que c'est qui se trouve dans des musées, etc., qui nous permet de connaître notre passé en tant que Canadien. OK, mais qu'est-ce que c'est un musée? On a vu en classe, oui, qu'un musée, c'était un endroit où on mettait les artefacts. On s'est aussi demandé quelles sortes d'artefacts sont conservés dans les musées, et on a vu que beaucoup d'artefacts de toutes sortes de choses sont conservés dans les musées. On a aussi parlé de différents établissements, autres que les musées, qui gardaient les artefacts, comme les églises, les écoles, les universités, etc. Et on s'est aussi demandé, on s'est aussi posé la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien, dans le sens que comment est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce qu'on veut garder ce passé-là? Et la raison pourquoi, en grande majorité, c'est parce qu'on veut savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Ça semble évident, mais c'est seulement ou surtout par les différents artefacts qu'on voit dans les musées qui nous montrent notre passé et d'où est-ce que c'est qu'on vient. On a aussi parlé des différents artistes canadiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire juste d'être né sur le territoire ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique en rapport aux artistes canadiens? Et tout ça nous a mené à faire la différence entre qu'est-ce que ça veut dire être canadien ou qu'est-ce que ça signifie le Canada pour nous par une identité personnelle. La définition de l'identité canadienne varie selon les personnes. C'est un sentiment qui est lié à l'endroit où tu habites, à ta famille, à tes amis. Ça peut aussi être lié à ton sexe, à ta culture, à tes origines ethniques. Donc, à cause de toutes ces variables-là, toutes ces choses-là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton identité personnelle de qu'est-ce que c'est, ou ton idée personnelle de qu'est-ce que c'est d'être Canadien, c'est bon parce que tu es Canadien, tu es ici, mais ça va être différent pour toi ou pour moi parce que on est des personnes différentes. Maintenant, le Canada, lui, si on regarde le côté plus global de l'identité canadienne, qu'est-ce que c'est? Bon, premièrement,
le Canada est un pays qui est extrêmement grand. Et les habitants sont très différents. Les personnes des Maritimes, par exemple, c'est très différent des personnes qui habitent dans l'Ouest. Les personnes qui habitent au Manitoba, c'est différent des personnes qui habitent au Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a 6 facteurs qui changent notre idée ou qui nous donnent l'idée du concept de l'identité nationale. Premièrement, les lieux, donc le paysage, le climat, où est-ce que tu es. La communauté, la province, la région, c'est la deuxième. La troisième, c'est la langue, la culture et l'origine ethnique. La quatrième, c'est notre histoire personnelle et collective. La cinquième, c'est les amis, les dirigeants, les leaders, right? Les politiciens et aussi les héros qu'on peut avoir. Et finalement, notre forme de gouvernement. Donc ça, c'est tous les différents facteurs qui influencent notre concept de l'identité nationale. Une chose qu'on remarque beaucoup dans tous les endroits, dans tous les pays, la recherche de l'identité, dans notre cas, dans la recherche de l'identité canadienne, ça passe beaucoup par les arts visuels, la littérature, la musique. C'est les 3 grandes choses qui vraiment définissent ou au moins nous aident à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est l'identité canadienne. Donc, dans les arts visuels, les paysages du Canada, le fait qu'on a des montagnes, des prairies, qu'on a accès à l'océan, ça a toujours influencé nos écrivains, nos artistes. Les écrivains ont montré le rôle important du climat dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui écrivent et c'est souvent en relation avec l'hiver. On a toujours des hivers un peu difficiles ici, ou souvent en tout cas. Et la musique canadienne, même dans la musique aussi, ça montre notre histoire et ça montre notre ethnicité, nos origines ethniques. Ça montre de où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les différents types d'art qu'il y a. Maintenant, où est-ce que c'est que ça commence? On commence vraiment avec une grande idée des artistes qui expriment l'identité canadienne. Qui a vraiment commencé dans toute cette histoire-là à montrer l'identité canadienne? Ben, ça commence avec les Premières Nations et les Inuits, qui, eux autres, ont toujours fait des choses artistiques qui représentent les différents aspects de leur culture et de leurs croyances. Et voici quelques exemples. Par exemple, ils utilisent beaucoup le bois pour faire des masques et des totems. Les totems, c'est surtout dans l'Ouest, mais c'est une des choses, un des types d'art que les Premières Nations ont fait. Un deuxième, les sculptures de pierre, de bois de cervidés, les antlers, des os. Les personnes des Premières Nations utilisaient beaucoup les matières qu'ils avaient de disponibles. La pierre, le bois de cervidés, les os, etc. Les broderies de perles aussi, qui est le troisième ici, le beadwork, et des motifs peints qui décorent les vêtements. C'était une autre chose qui était très, très propre aux gens des Premières Nations. Un quatrième, on parle des pétroformes. Qu'est-ce que c'est des pétroformes? C'est des pierres qu'ils mettent sur le sol pour représenter certains types d'animaux.
Une autre façon aussi de s'exprimer au niveau artistique, c'est avec des peintures, des gravures, etching, de la broderie sur l'écorce. Ça, c'est une autre chose qu'ils utilisaient beaucoup. Un autre aussi, le symbole de l'Arctique canadien, l'Inuksuk. C'est une structure en pierre qui est construite par les Inuits et ça rappelle un peu la forme d'un être humain. Quand tu regardes un Inuksuk, c'est un peu comme ça. C'est comme il y a une tête, des bras, des jambes. Et dans le temps, ça servait aux voyageurs pour savoir vers où aller. Maintenant, c'est devenu un type d'art. Et finalement, le dernier, les pétroglyphes, rock carvings. C'est des gravures sur pierre qui témoignent de leur croyance spirituelle. Donc, et on va faire beaucoup la différence, je veux que tu fasses attention entre pétroglyphe et pétroforme, c'est deux choses différentes, on voit ça en classe, donc tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Maintenant, l'évolution de l'art au Canada, après les Premières Nations, il est arrivé un mouvement, un grand nombre de personnes qui venaient en Nouvelle-France, ils venaient de l'Europe. C'était les Français, francophones. Les premières personnes qui sont arrivées ici, qui ont fait de l'art plus, qui avaient plus le temps de faire de l'art, c'était les prêtres. Parce qu'ils venaient dans les colonies pour montrer la religion européenne, qui était le christianisme, et ils utilisaient leur façon de faire, leur peinture, leur sculpture, etc., pour décorer leurs églises. Mais, en plus, quand ils avaient le temps, ils faisaient aussi ce qu'on appelle l'art populaire. Qu'est-ce que je veux dire par l'art populaire? C'est l'art qui montre la vie de tous les jours. C'est important que tu comprennes ici. Quand on dit art populaire, c'est pas quelque chose qui est populaire. It's not a popular art. Liked by everybody. Non. C'est vraiment un art qui montre la vie de tous les jours. Donc, les personnes qui vont faire du cheval, qui vont faire de la pêche, des choses comme ça. C'est ça l'art populaire. Et bien entendu, il y avait beaucoup de personnes. Une autre chose que les prêtres faisaient, c'était ils faisaient de la sculpture pour leurs églises, pour embellir leur église. Un peu plus tard dans l'histoire, les Anglais sont arrivés et ils ont fait ce qu'on appelle l'Amérique du Nord britannique. Ils avaient une façon différente, les Anglais, de fonctionner par rapport aux Français. Les Anglais amenaient des familles et ils ont amené des familles riches. Et ces familles-là demandaient souvent d'avoir des peintres pour faire les portraits de leur famille. Et ces personnes-là payaient les artistes. Donc, c'est plus maintenant juste les prêtres. Il y a tout un groupe de personnes qui arrivent, qui sont des artistes, qui se font payer pour faire des portraits. En plus, une autre chose, l'armée anglaise était aussi là, et dans l'armée anglaise, il y avait une chose qui était vraiment intéressante pour eux autres, c'était les dessins topographiques. C'est comme une carte pour montrer le territoire, pour pouvoir faire des plans militaires. Et ces cartes-là devaient être très précises. Donc, les artistes militaires, les personnes qui étaient dans l'armée, étaient spécialisées dans faire les cartes militaires. Et c'était toujours très précis et très beau. Quand les personnes faisaient de l'art, maintenant, comme tu sais, il y a déjà des artistes en plus de l'armée. Il y a des artistes que les Anglais ont apportés ici et ils ont dit ce serait peut-être une bonne chose de faire de la peinture. Quand il n'y avait pas vraiment de
dessin à faire ou de portrait à faire. Il faisait les dessins ou les peintures de la beauté naturelle du Canada. Il y a beaucoup de tableaux qui ont été faits avec des rivières, des lacs, les océans. Bref, tout ce que c'est que les gens faisaient pour leur travail, pour leur loisir, etc., etc. Donc, ils voulaient montrer vraiment comment le Canada était beau, en plus de leur travail, de faire leur travail. On avance dans le temps. Maintenant, il y a une grande arrivée d'immigrés. Ça, c'est des nouveaux habitants. Il y a des nouvelles peintures, il y a des nouvelles façons de faire qui arrivent. Donc, il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent au cours du 19e siècle, dans les années 1800, dans ces environs-là, où les artistes arrivent avec leur façon de faire du pays où est-ce qu'ils arrivent. Et ça a ajouté beaucoup à la diversité de l'art canadien. En plus, une nouvelle technologie, extrêmement nouvelle. Vers 1850, les appareils photo sont maintenant devenus populaires. Donc, ça prend beaucoup moins de temps que de faire les dessins ou de faire les peintures. On arrive avec un appareil photo et on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Encore une fois, on avance un peu dans le temps au niveau de l'art et au 20e siècle, donc autour des années 1900, on a quelque chose de vraiment beaucoup plus extraordinaire qui arrive. C'est qu'est-ce qu'on appelle un sentiment de nationalisme. On est vraiment fier et on a un attachement pour son pays. Il y a un groupe qui a commencé à montrer un peu plus que juste les paysages. Le groupe des Sept a même commencé à exprimer des sentiments inspirés par le paysage canadien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'art. Avant, c'était toujours des choses précises, des cartes, des portraits, des choses comme ça, mais c'était vraiment quelque chose de très précis. Maintenant, avec le groupe des Sept, il y a autre chose qui arrive dans ça qu'on appelle des sentiments. Et ces sentiments-là ont continué et comme on voit en classe, un petit peu plus avec un des artistes, un petit peu plus tard, Alex Colville, lui a mis beaucoup de sentiments de peur, de haine, de mort dans ses tableaux. C'est très, très, tu vois, il était très, très sombre, very dark, comme type de personne. Mais ça reste quand même un excellent artiste. C'était, comme on dit, un artiste de guerre. Et dans ces artistes-là, maintenant, on change un peu. Au lieu d'aller vers le visuel, on va aller vers la musique. Il y a différents types de musique, différents genres musicaux, et certains de ces genres musicaux-là sont très spécifiques au Canada. C'est pas quelque chose que tu vois partout, c'est quelque chose que tu vois surtout au Canada. Et on voit beaucoup de chansons qui montrent le fait qu'on est fier d'être Canadien. J'évite toutes les chansons, on voit tout ça en classe. Maintenant, je ne veux pas aller plus loin que ça. On va avoir plusieurs exemples de différentes choses qui arrivent en classe. Maintenant, avec le temps, on s'est rendu compte qu'avec toutes ces choses-là d'art, avec toute la nouvelle technologie qui arrivait, avec la radio, la télévision, etc., toutes ces choses-là qui arrivaient, on avait besoin de quelque chose pour réglementer toutes ces choses-là qu'on pouvait faire au niveau de l'art et au niveau de la radiodiffusion, etc. Et cet organisme-là s'appelle le CRTC. Le CRTC
c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Eux autres, ils ont fait une loi pour promouvoir la culture canadienne. Donc, par exemple, les stations de radio et de télévision doivent avoir un certain pourcentage d'émissions canadiennes à chaque jour. On ne peut pas juste faire montrer ou écouter des choses qui viennent des États-Unis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce serait pas tellement intéressant non plus, je pense, parce que, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des choses de notre pays. Maintenant, par quoi est-ce que tes choix musicaux, et ça, c'est une chose qu'on parle en classe, qu'est-ce qui influence tes choix musicaux? Qu'est-ce qui fait que tu écoutes certains types de musique? Est-ce que parce que tu es jeune, tu vas juste écouter du hip-hop? Ah non, tu vas juste écouter du rock? Est-ce que parce que moi je suis vieux, je vais juste écouter de la musique classique? Peut-être juste de la musique country? Tu vois ici, qu'est-ce que je parle? Je parle des stéréotypes musicaux. Qu'est-ce que c'est un stéréotype? Un stéréotype, c'est d'attribuer injustement un trait ou un comportement particulier à un groupe de personnes et traiter ce groupe en conséquence. Les stéréotypes peuvent être fondés sur la religion, le sexe, la nationalité, la race, l'âge ou la situation économique. Un exemple. Quand tu vas au magasin, est-ce que ça t'arrive souvent, si tu vas au magasin avec tes amis, que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va te suivre? Il va suivre parce que, oh, les jeunes rentrent dans le magasin et ils vont faire des mauvais coups ou ils vont voler. Ça arrive, hein? Je suis certain que ça arrive. Et c'est quelque chose, c'est ça, un stéréotype. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas faire un vol dans les magasins. C'est pas parce que tu vas faire des mauvais coups. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un stéréotype basé sur l'âge. Et tout ça, toutes ces choses-là qu'on voit en classe, ces stéréotypes-là, c'est des choses que on peut vraiment voir. Oh, un autre exemple, pendant que j'y pense. Est-ce que tu connais ou si tu le connais pas, tu vas le connaître parce qu'on le voit en classe, le chandail de hockey. C'est une histoire où est-ce que un garçon reçoit un gilet de hockey, un chandail de hockey des Toronto Maple Leafs et excusez. Comme le jeune, lui, est de Montréal, il devrait avoir un Canadien, un chandail des Canadiens, et il n'est jamais capable de trouver quelqu'un pour jouer avec lui. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être pas correctes avec lui parce que la personne a un gilet des Toronto au lieu de Montréal. Ça, c'est une belle histoire en passant. C'est une histoire canadienne au sujet du hockey. C'est une chose qui est importante ici, le hockey, right? On va aussi parler en classe des ballades. Donc, c'est quoi une ballade? C'est un poème qui raconte une histoire. Les histoires sont fondées souvent sur des faits réels qui se passent. On parle entre autres de la crémation de Sam McGee, qui parle de la ruée vers l'or au Yukon avant 1900. C'est un autre. C'est une autre chose qu'il y a dans notre petit cours. Et je vais arrêter ici
Juste rappelle-toi qu'on voit beaucoup de choses en classe. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de musique, beaucoup d'autres choses qu'on fait en classe. Donc, c'est juste une petite revision ici de qu'est-ce que c'est qu'on a vu, des points importants dans la classe. Donc, à la prochaine.